Bonjour Franck et bonjour à tous. Bon, pour moi, c'est une première de présenter comme ça ce genre d'événement. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que Franck, tu peux te présenter à nos auditeurs, nous raconter un petit peu ton parcours? Parce que, comme l'a dit Maxence, tu as la casquette France Biotech, mais tu as aussi la casquette de chef d'entreprise d'une biotech et d'une très belle biotech. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, merci beaucoup. Merci Myriadic d'avoir accepté qu'on le fasse de cette façon. Je trouve que pour moi, c'est beaucoup plus agréable. Je pense que d'abord, je voulais remercier les organisateurs avant de commencer, remercier aussi chaleureusement tous ceux qui sont dans la salle et qui nous suivent à travers le réseau. Il y a une ambiance vraiment très chouette et je tiens à remercier donc cette initiative. Pour moi, elle représente tout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire l'audace, le fait de collaborer, d'échanger, de créer des liens entre nous et de se connaître. Donc un grand merci pour ça. Je remercie évidemment, et je lui ai demandé tout à l'heure, avant d'arriver, j'ai demandé à Myriadex s'il acceptait qu'on le fasse comme ça, donc c'est vraiment au pied levé, et merci beaucoup. Et je pense que l'énorme avantage que j'ai avec Myriadex, c'est que il fait partie de ces accoucheurs, et c'est extrêmement intéressant pour moi d'avoir la maïeutique derrière pour pouvoir décliner avec vous et essayer d'attirer l'attention sur un certain nombre de sujets qui vous intéressent. Alors, en quelques mots me concernant, donc je suis président de France Biotech et j'y reviendrai. Je suis aussi, je fais partie des personnalités civiles du suivi du plan Innovation Santé France 2030. Et je suis dirigeant cofondateur, et j'insiste sur le cofondateur d'une start-up qui s'appelle TerraNexus, qui est une biotech dans le domaine des maladies du cerveau. Avant cela, j'étais directeur de recherche au sein du commissariat à l'énergie atomique et je travaillais sur une autre crise sanitaire. Et quand j'entendais Julien tout à l'heure dire qu'il avait pondu un rapport pour prévenir les crises sanitaires à l'avenir, j'ai travaillé sur une autre crise sanitaire, moi, qui a mis à plat un certain nombre de situations collaboratives, notamment européennes, qui était la crise de la vache folle. Et c'était mon thème de recherche. Je travaillais sur les maladies à prions. Et on aurait beaucoup aussi à apprendre de ce qui s'est passé de cette première crise sanitaire qu'on a vue, notamment qui a mis complètement à genoux l'ensemble des collaborations entre les ministères de l'Agriculture autour de l'Europe au moment où c'est arrivé. Donc, en quelques mots, donc, TerraNexus, c'est une société qui a été créée en 2013, issue des travaux que je menais au CEA avec Mathieu Charveria, qui est donc l'autre cofondateur. Et c'est très important pour moi d'insister là-dessus, parce que dans le process de création d'entreprise, s'il n'avait pas été là, je ne l'aurais pas fait. Et donc, ça a été très important pour moi que ce soit qu'on le fasse à deux. Et c'est une société donc, qui aujourd'hui développe un certain nombre de candidats médicaments dans le domaine des maladies du cerveau, un candidat médicament dans le domaine de la maladie de Parkinson et un candidat médicament dans un domaine beaucoup plus rare qui est une maladie pédiatrique orpheline qui s'appelle la maladie de Batten, qui touche environ 1500 enfants dans le monde, et une maladie dramatique comme beaucoup de ces maladies génétiques. Voilà. Et le principe de cette société étant de capitaliser sur les connaissances que nous avions accumulées au CEA dans le domaine des interactions entre les cellules neuronales et les cellules non neuronales de notre cerveau, qui correspondent à environ 50% de la masse de notre cerveau. Donc voilà un peu l'origine et mon parcours, un parcours qui était très scientifique, un parcours qui correspond un peu à ce qu'on voit classiquement dans le domaine de la biotech, c'est-à-dire des actifs qui sont issus de la sphère académique, que ce soit des centres de recherche ou des centres hospitaliers, et un porteur de projet qui vient de la sphère académique, qui pose un certain nombre de sujets, et on pourra y revenir sur les enjeux de l'avenir de la filière pour justement l'aider à se professionnaliser et à faire en sorte d'avoir très très tôt les standards industriels. Donc d'ailleurs, justement, tu viens d'en parler, tu viens de parler de la crise que tu as traitée, la crise de la vache folle. On va prendre ta casquette maintenant, justement, France Biotech, parce que vous avez un recul sur l'écosystème health-tech qui est hyper pertinent. Justement, on en a parlé tout à l'heure avec Julien, vivre dans la tempête, surmonter la crise, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as perçu de l'écosystème santé face à cette crise, ce que vous avez discuté avec toutes ces startups, tout cet écosystème? Oui,
En fait, d'abord, ça a été évidemment des difficultés au départ. Comme l'a mentionné Julien, par exemple, on a tous été dans cette situation. Beaucoup d'entreprises, en fait, ont été à l'arrêt pour des raisons, par exemple, pour tous ceux qui avaient des essais cliniques dans le monde. Tous les essais cliniques ont été arrêtés, sauf ceux qui étaient évidemment focalisés sur la crise sanitaire. Donc ça a été évidemment des difficultés. Après, au-delà de ça, et pour reprendre une métaphore de navigateur, puisque Julien mentionnait qu'il était marin, en cas de tempête, vous avez deux solutions. Vous avez mettre à la cape le bateau, c'est-à-dire affronter la tempête et mettre complètement à l'arrêt toutes les voiles, et puis vous avez la fuite. Et la fuite, c'est l'action. Je reprendrai le... D'ailleurs, ça a été beaucoup travaillé par Henri Laborie, qui a fait un livre que je vous invite à lire, qui s'appelle L'éloge de la fuite, et qui, justement là-dessus, mentionne que c'est dans l'action, effectivement, qu'on arrive. Et l'éloge de la fuite mentionne que dans des situations de conflit, dans des situations effectivement extrêmement difficiles, c'est dans l'action que les choses peuvent se passer. Et donc, ce que je retiens de la crise et ce qu'on a pu voir, nous, par rapport aux entrepreneurs, je pense que Pascal Bécache le mentionnera tout à l'heure sur la coalition, donc je ne vais pas déflorer ça, mais il y a eu des initiatives extrêmement fortes en termes de collaboration, en termes de communauté, et qui ont fait qu'effectivement, les gens, pendant cette période-là, ont pu réaliser des choses assez extraordinaires dans une vision collaborative et dans l'action. Après, ça a aussi révélé une très forte insuffisance de notre système de santé à plein de niveaux, que ce soit la capacité des soignants, que ce soit la capacité d'approvisionnement, l'anticipation. On parle beaucoup de souveraineté, de réimplanter un certain nombre d'industries de santé sur le territoire pour pouvoir affronter en cas de situation, que ce soit les masques, que ce soit les respirateurs, que ce soit les médicaments, etc. Donc il y a eu tous ces enjeux-là qu'on a vécus. Et aujourd'hui, il va falloir effectivement tirer profit de ces expériences, apprendre de cette crise. Et donc je retiens deux choses. Le point positif, c'est qu'on a réussi à faire des choses dans des temps qui étaient absolument records et qui ont montré que effectivement les collaborations, quelles qu'elles soient, collaboration privée-privée, collaboration public-public, public-privé, étaient extrêmement performantes. On a vu s'abaisser aussi les délais réglementaires, les délais administratifs de façon incroyable. Donc on est capable de faire mieux. Après, on était dans un régime, évidemment, qui était un régime de crise. Donc on ne peut pas le transposer, évidemment, à l'infini. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on a des leviers d'amélioration sur tous ces aspects-là, donc les tuyaux de développement, etc. Donc voilà. Je voulais t'emmener sur une question un petit peu psychologique, parce que justement, on a vu une explosion un petit peu des projets santé émerger. Comment t'expliques que justement, dans une situation de crise comme ça, on voit encore plus de projets émerger, alors que justement, comme tu disais, on pourrait mettre le bateau à la cave et puis se cacher tout simplement? Je pense que, on a tous sans doute eu un peu les mêmes réactions, de se dire si on reste à regarder, c'est insupportable. On subit, et je pense qu'on avait tous envie effectivement d'agir, d'être acteurs, de proposer des choses, de mobiliser nos équipes, de mobiliser les forces. Et donc je pense que c'est ça qui a créé aussi cette énergie, cette entropie sur un certain nombre de projets. Après, il y a aussi des choses qui ont été clairement transformantes. Enfin, on l'a vu, Alexis l'a présenté, hein, sur la multiplication des usages pendant cette période de la santé numérique. Et quand je vous ai mentionné un des points faibles qui était que notre système de santé était vraiment en difficulté parce que manque de soignants, parce que complètement saturé par à la fois la crise sanitaire et les délais ensuite de prise en charge des malades qui n'étaient pas atteints de la maladie de la Covid. Et qu'on voit qu'effectivement le numérique a été une planche de salut. Et donc on voit évidemment, dans la mesure où à la fois la multiplication de l'utilisation et des usages du numérique en santé, derrière effectivement on voit cette explosion qui est maintenant, il va falloir la drainer. Donc c'était tout le sujet qui a été présenté avant. En revanche, je trouve que, et ça c'est quelque chose qui pour moi aussi a été une transformation, je le ressens beaucoup plus. Au sein de France Biotech, on a environ 500 adhérents répartis sur toute la France, biotech, medtech et solutions numériques en santé. Et on l'a voulu justement pour abaisser ces barrières entre les technologies, et j'y reviendrai sur l'avenir. Mais ce que je trouve
qu'on n'a pas dans le domaine de la biotech, on l'a un peu plus dans le domaine de la medtech et on l'a de façon monstrueuse dans le domaine de la e-santé. C'est le fait que l'usage est vraiment tracté par l'utilisateur. Il y a vraiment une réflexion qui est portée pour l'utilisateur, par l'utilisateur, chose que, et je trouve que c'est quelque chose qui enrichit justement les capacités entrepreneuriales des autres secteurs de la biotech et de la medtech, de se poser ces questions-là, d'adapter son développement en fonction de ça, parce que souvent c'est plus poussé par les technologies que tracté par le patient ou tracté par le système de santé. Et ça, je trouve que ça nous a appris ça. C'est une grande chance qu'on a eue de pouvoir bénéficier de ça. Et c'est vrai qu'au sein de France Biotech, c'est vraiment ce que je souhaite, c'est que ces entrepreneurs-là se parlent parce que les approches ne sont pas les mêmes, la destination est la même, c'est le patient, c'est porté de sens par la santé. Mais effectivement, la méthodologie n'est pas complètement la même et elle a beaucoup plus de sens que celle qu'on a aujourd'hui poussée par les technologies. Carrément, ouais, complètement. Tu viens de parler d'explosion, tu as parlé un petit peu aussi de l'écosystème, et je sais qu'avec France Biotech, je crois qu'il doit y avoir Chloé qui doit être dans la salle. Vous produisez tous les ans un rapport annuel, France Health Tech. Donc je crois que cette année, c'était la 18e ou 19e édition. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les chiffres qui en ressortent justement sur les perspectives futures de la Health Tech en France ? Alors, donc on a environ entre 2000 et 2500 entreprises en France côté health tech, donc biotech. Et biotech, quand on parle de biotech, on a soit des startups des entreprises PME, startups qui développent des candidats médicaments, soit qui adressent des technologies qui permettent de les produire. Donc tout ce qui est bioproduction, etc. Vous avez les dispositifs médicaux de diagnostic et toute la partie numérique en santé. Voilà, et donc vous avez environ 700-800 biotech, autour de un peu plus d'1 millier de medtech, et le reste en e-santé en très forte croissance. Donc ce qu'on a observé, c'est un niveau de maturité qui commence à vraiment être marquant. France Biotech va fêter ses 25 ans cette année, ce qui marque un peu effectivement quelle est l'histoire, un peu l'héritage de la health tech en France. On s'est rendu compte de plusieurs choses. Le niveau de maturité des entreprises, c'est-à-dire le nombre d'employés. Donc on a multiplié par 4 les entreprises de plus de 100 salariés sur le territoire. On a des entreprises qui ont embauché pendant toute cette période-là. Donc on a vraiment une croissance aussi du nombre d'emplois et de l'attractivité vis-à-vis, donc on l'a vu tout à l'heure, Julien et Alexis mentionnaient les besoins en recrutement qui sont monstrueux. Donc on a vraiment des entreprises qui aujourd'hui ont une très forte dynamique de recrutement, d'emploi. On estime que à l'horizon 2030, c'est environ 150 000 emplois qui vont être créés par ce secteur d'activité. Donc il y a vraiment une forte propension à créer. On a une très forte tension en revanche là-dessus. Donc il y a des besoins de formation. On a aussi observé que les entrepreneurs de première génération aident les entrepreneurs de la seconde. On a beaucoup de board members structurés dans des entreprises récentes avec des entrepreneurs de première génération. Donc on a cette filière et cet écosystème qui commence à se mettre en place. C'est une année record en termes de levée de fonds. Évidemment, c'est un marqueur d'avancée de notre écosystème. Donc l'écosystème a collecté 2,3 milliards d'euros en 2021, 1,6 en privé, le reste en public, c'est-à-dire soit très peu d'IPO mais beaucoup de secondaires. Et donc 1,6 milliard, c'est monstrueux, avec des montants qui étaient extrêmement significatifs, comparables à d'autres écosystèmes en termes de montants levés par entreprise. Donc on commence en tout cas à s'aligner sur des tours de financement qui sont relativement élevés. Donc on voit effectivement une année record, une maturité qui commence à être significative sur un certain nombre d'aspects. On a les aspects de nombre de produits, le nombre de filiales aussi à l'étranger sur les marchés porteurs. Je crois qu'il y a multiplié par 2 ou 3 le nombre de filiales à l'étranger pour ces entreprises qui ont plus de 10 ans d'existence. Complètement, je pense que déjà toutes les personnes ici présentes pourront avoir accès au rapport de France Biotech, donc déjà il est accessible sur leur site web. Et une question, tu en as parlé un petit peu, je sais qu'on va en parler un petit peu avec Frédéric juste après. Tu as parlé de la place de l'écosystème santé dans l'écosystème global français. Est-ce que tu as des indications, des indicateurs sur la place de la France
en Europe et dans le monde, de l'écosystème français en Europe et dans le monde. Oui, oui. Donc, alors, ça dépend des paramètres. On n'est pas trop, on n'est pas les meilleurs sur le fait, et ça c'est toute famille technologique confondue, hein, que ce soit biotech, medtech et e-santé. On n'est pas les meilleurs sur l'accès marché, c'est-à-dire qu'on a peu de produits qui sont vraiment en phase de commercialisation par rapport au nombre d'entreprises. En revanche, en termes de montant levé pour le développement, et en particulier montant privé, on arrive en deuxième position. En Europe, après la Grande-Bretagne, en Europe, après la Grande-Bretagne. Donc là-dessus, effectivement, forte attractivité de la science qui sort de nos universités, des technologies qui sortent de nos centres de recherche vis-à-vis des investisseurs. Mais effectivement, là-dessus, on est encore en retard sur un certain nombre d'aspects, c'est-à-dire de capacité d'exécution. On voit qu'effectivement, en termes de célérité, on n'est pas forcément les meilleurs, la vélocité n'est pas la plus grande, et d'accès marché, d'arriver à effectivement commercialiser nos produits. Avant de t'emmener sur les enjeux 2030, je voudrais savoir, est-ce que tu as un mot, justement, on a pas mal de jeunes dans la salle, des étudiants encore, est-ce que tu aurais un mot justement pour les motiver à aller vers la filière santé? Comme tu l'as dit, on va avoir besoin de main-d'œuvre énormément dans la filière santé. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver, les inciter, les inviter à nous rejoindre dans ce super écosystème? Je pense que ceux qui nous écoutent et ceux qui sont dans la salle sont déjà motivés, donc je pense que je pense que vous êtes déjà convaincus. Il y a deux choses. Il y a un dynamisme incroyable, je vous le dis. On crée environ 100 boîtes par an en France dans ce domaine-là. Donc une très très forte dynamique, des besoins pour renforcer nos équipes, des besoins de talent qui sont en tension là aujourd'hui. Donc on a vraiment besoin de vous et on a vraiment besoin de gens qui vont venir nous accompagner. Donc vous êtes l'avenir de nos entreprises, donc ça c'est extrêmement important et je pense que c'est pas la peine d'insister sur le fait quel est le sens porté par ce secteur-là quand on voit ce qui s'est passé pendant cette période de crise sanitaire. Je pense que c'était extrêmement important que l'innovation santé soit présente à tous les niveaux, quelles que soient les familles technologiques. On le voit aussi, il y a une transformation, hein. On arrive avec des solutions aujourd'hui qui guérissent les patients. C'est quelque chose qui est complètement transformant. Vous avez des thérapies géniques aujourd'hui qui effectivement, avec une seule dose, le patient est traité. Et les enfants en fait se développent normalement. Donc on voit qu'il y a une transformation complète. On a un tsunami d'innovation qui va arriver. Donc il y a vraiment besoin effectivement que ce soit accompagné, que tous les talents se mobilisent pour nous rejoindre. Et le fait que ça ait ce sens-là, ça ait cet impact qu'on peut avoir effectivement sur la santé, on en a vraiment besoin. On a besoin d'ailleurs de toutes les compétences, hein, que ce soit des compétences de développement, des compétences de recherche, des compétences réglementaires, des compétences de développement commercial. Enfin voilà, tous les domaines sont couverts aujourd'hui et on a absolument besoin effectivement que vous vous mobilisiez, mais je pense que ceux qui sont là sont déjà très intéressés. Et puis, dans cette dynamique entrepreneuriale, on a aussi besoin d'avoir des idées, d'être très connectés. C'est pour ça que moi, ce que je trouve assez incroyable dans la e-santé, c'est cette connexion assez immédiate avec le système de santé et avec les soignants. Et ça, en tout cas, ce genre d'initiative que vous organisez aujourd'hui, pour moi, donne tout ce sens-là, c'est-à-dire que les gens se parlent entre les utilisateurs, les besoins, et qu'on arrive et que des idées sortent et que des connexions se fassent pour que des innovations émergent de ce type de rencontres. J'ai envie de te poser une petite question, qui n'est pas une question piège, parce que justement, on va démarrer donc, le hackathon ce soir vers 18h donc, pour faire émerger des projets. Est-ce qu'il y a un secteur particulier sur lequel tu aimerais voir des idées émerger aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a un domaine qui est extrêmement, en tout cas, attendu pour les années à venir, et c'est la prévention. La prévention dans les maladies est un sujet qui est, je pense que c'est vraiment pour l'avenir de notre système de santé. On a en France un système de santé solidaire et qui intègre l'ensemble des citoyens. Et on a effectivement, par rapport à ce tsunami d'innovation, un certain nombre de contraintes financières, de prise en charge. Et une des solutions va passer forcément par la prévention et l'anticipation d'un certain nombre de ces besoins médicaux.
La difficulté qu'on va rencontrer avec justement la prévention, c'est comment vous démontrez la valeur médicale de la prévention, à quelle échéance, et comment vous arrivez à convaincre les investisseurs de venir prendre le risque de la prévention, alors que vous avez une probabilité qui peut être de 50, 60, 80% d'être malade. Mais quoi qu'il en soit, là-dessus, comment démontrer que ça a de la valeur et dans un temps qui n'est pas interminable. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 ans pour démontrer que votre solution a vraiment fait de la prévention. Donc pour moi, un gros challenge qui est la prévention à venir. Il y a un domaine aussi qui est défectueux en termes de modèle d'affaires. On l'a beaucoup entendu sur l'infectieux avant qu'il y ait cette crise sanitaire. Comme vous le savez, c'était difficile par exemple de développer des antibiotiques, parce que le modèle d'affaires de l'antibiothérapie, et notamment dans l'antibiorésistance, si vous développez un antibiotique et que vous le donnez à tout le monde, vous développez une nouvelle antibiorésistance. Donc le principe même de développer, d'aller contrer l'antibiorésistance, c'est de conserver le flacon dans un frigo et de dire à la boîte, tu vas attendre le jour où il y aura une multirésistance dans un hôpital. Donc en termes de modèle d'affaires et de convaincre les investisseurs, c'est particulièrement compliqué. Il y a un autre domaine de cette nature-là qui aujourd'hui est extrêmement défectueux, c'est le domaine de la santé mentale, qui a un vrai gros besoin d'innovation. Et donc, prévention plus santé mentale, je pense que c'est des sujets sur lesquels on devrait vraiment tous se pencher, essayer de se mobiliser. On a la chance d'avoir aujourd'hui dans la salle des investisseurs aussi. Et donc, je pense que c'est aussi dans cet esprit-là qu'il faut réfléchir les choses et voir effectivement comment on peut à la fois permettre de créer les conditions d'une performance financière tout en développant des sujets qui sont extrêmement complexes. Donc ça veut dire aussi, dans l'avenir de la health tech, d'intégrer beaucoup plus tôt les aspects d'évaluation, les aspects de régulation. On parle en France toujours de cette poche Ondam qui est donc le budget de dépenses de santé. Ce budget de dépenses de santé aujourd'hui est contrôlé, on va dire, de façon assez comptable et annuelle. On espérait justement qu'il soit pluriannuel pour pouvoir donner de la visibilité à des investissements plutôt qu'à des dépenses. C'est-à-dire que on parle de coûts de santé et pas d'investissement de santé. Et je pense que là-dessus, l'équation qui va être difficile, c'est quand vous voyez ce tsunami d'innovation, je vous parlais de 2500 boîtes, donc ça veut dire que vous avez 2500 actifs qui vont être en développement avec des innovations qui vont transformer un certain nombre de choses. Je vous l'ai dit, la guérison, la prise en charge, les thérapies digitales, la téléconsultation, télésurveillance. Enfin, ça va complètement transformer les usages. Et pour autant, on a un système d'évaluation qui, aujourd'hui, n'a pas du tout l'agilité par rapport à ce flux d'innovation qui arrive. Donc je pense que dans les sujets qu'on doit traiter aussi à venir, c'est d'adapter les capacités d'évaluation et de régulation à ce flux entrant d'innovation et d'avoir beaucoup plus d'agilité, tout en permettant d'avoir une vision long terme de quelques années, enfin dire 4-5 ans, qui serait de dire, voilà, on fait des investissements, on prend des risques, en tout cas on les maîtrise, on permet à ces innovations d'être prises en charge, on les teste, et ça permet effectivement d'avoir beaucoup plus de flux entrants de nouvelles innovations et de modifications de la prise en charge. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Donc, il y a aussi peut-être des réflexions d'innovation à porter sur la capacité d'évaluation, la capacité à apporter des informations clés. Et donc, je pense que la data en santé va être là aussi la planche de salut. Quand on voit qu'on peut faire maintenant des essais cliniques avec des comparateurs placebo synthétiques, quand on voit que les nouvelles méthodologies cliniques permettent d'aller beaucoup plus vite et permettent, et donc là-dessus, convaincre l'évaluateur qu'il faut se saisir de ces nouvelles technologies pour pouvoir avoir cette agilité tout en permettant d'avoir une vision de quelques années en termes d'investissement. Encore deux petites questions pour terminer. Donc tu viens de dire que il y a des défis qui arrivaient et justement France Biotech, on peut compter sur France Biotech pour pousser dans ces thématiques-là. Est-ce que tu peux nous dire concrètement justement comment France Biotech travaille sur ces sujets-là avec peut-être notamment les instances gouvernementales pour favoriser l'accès à l'innovation, favoriser l'accès à l'entrepreneuriat, etc. Alors d'abord, en juin 2021, le président de la République a annoncé un plan Innovation Santé France 2030 qui est doté de 7,2 milliards d'euros. Donc c'est sans précédent en termes d'investissement sur les 5 prochaines années.
Ça a deux conséquences pour nous. Et pour répondre à ta question, comment on se saisit du sujet, il y a un certain nombre d'actions qui vont être menées, qui ont déjà commencé. Enfin, on l'a vu par exemple sur les travaux de Dominique Pont, par exemple, sur la mise en place de la stratégie numérique en santé, qui est extrêmement efficiente à mes yeux. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis en place le tuyau de développement. On fait en sorte que soit à travers ce tuyau de développement et ce tuyau de prise en charge d'un certain nombre de solutions, de ne pas réduire la capacité à justement mettre en place les nouvelles solutions. Donc on peut s'inspirer de ce qui a été fait là-dessus. Il y a 3 stratégies d'accélération qui ont été retenues pour les 5 prochaines années. Le numérique en santé, vous allez l'aborder longuement, donc je ne rentre pas dans ce détail, mais c'est environ 600 millions d'euros qui vont être déployés de différentes façons, déployés sur justement tout ce qui est utilisation de la data, les réseaux de collecte de données. Vous avez vu des annonces récentes sur le fait que les entrepôts de données de santé locaux dans les CHU vont être déployés, que derrière le Health Data Hub, on va avoir on l'espère en tout cas, la situation va se rétablir dans les prochains mois. La formation, donc ces stratégies d'accélération, et puis toute la partie recherche et développement et déploiement des solutions sur le territoire. 2 autres stratégies d'accélération, une stratégie d'accélération biothérapie et bioproduction, donc tout ce qui concerne les biomédicaments, thérapie génique, thérapie cellulaire, anticorps, etc. Donc tous les médicaments d'avenir. Et là, il y a 850 millions, c'est la plus grosse stratégie d'accélération en santé. Donc là-dessus, l'idée, c'est de réindustrialiser le pays sur le fait de produire les médicaments, avec, comme vous le savez, des médicaments qui vont être quasi personnalisés, où chaque traitement va être adapté aux patients. Donc il y a vraiment des besoins justement de réindustrialisation du pays. Et la 3e stratégie d'accélération, qui est maladies infectieuses émergentes, qui est dotée d'environ 600 millions d'euros aussi. Là-dessus, ce qui est sans précédent à mes yeux, c'est que ça a été fait de façon interministérielle, c'est-à-dire les 3 concernés, la santé, la recherche et le budget, se sont concertés pour que ces 3 stratégies, délivrent un certain nombre de résultats opérants sur le secteur et qu'elles se parlent entre elles en atteignant les différents niveaux, le niveau de la formation, le niveau du financement et le niveau des tuyaux de développement et la simplification réglementaire et administrative. Et ça, c'est clé aussi. Je pense qu'on l'a dit, il y a un certain nombre de sujets de réduction, de simplification pour que le système soit le plus efficient possible, pour que les innovations, en tout cas, atteignent les patients le plus vite possible. Et comment France Biotech se mobilise? Eh bien, à travers 9 commissions et groupes de travail. Chacune de ces commissions et groupes de travail justement sur les sujets de préoccupation des adhérents, et on les fait remonter à travers France 2030 sur comment prioriser. Et donc ça, c'est très important aussi de se mobiliser collectivement sur le fait que qu'est-ce qui vous intéresse dans ces différentes stratégies, dans le plan Innovation Santé France 2030, de le regarder attentivement et de faire remonter quels sont les sujets qui sont importants pour vous, parce que c'est à l'œuvre aujourd'hui. Il y a un choix de l'exécutif qui est justement d'être très connecté avec le monde civil. Il faut en profiter, il faut se saisir des différentes opportunités et donner la priorité aux sujets qui vous semblent les plus importants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de façon très, très régulière. Et une petite dernière question pour terminer, vu qu'il nous reste 2 minutes. Grosse question, d'ailleurs c'est une grosse question, c'est presque philosophique. Comment tu vois le futur de la Health Tech ? Alors, aujourd'hui, je pense que toutes les barrières technologiques dans les 3 familles, que ce soit la biotech, la medtech et la e-santé, vont tomber. Je le vois de plus en plus. Aujourd'hui, quand vous avez un biomédicament, le biomédicament est souvent associé à un biomarqueur. Ce biomarqueur est souvent contrôlé par une solution de e-santé. Donc on va avoir cette intégration. Donc on a besoin justement de se parler et d'intégrer justement ces différentes dimensions. L'avenir de la médecine, ça va être l'utilisation de ces différentes approches pour pouvoir améliorer la prise en charge des patients. On a aussi quelque chose qui est très lié avec... donc ça devient, j'espère, en tout cas, de plus en plus humain, dans le sens où le patient et le soignant est remis au centre du sujet, ce qui était pas le cas, on va dire, dans les 10 dernières années, où c'était beaucoup plus poussé par la techno que tracté à la fois par les besoins du système de santé, des soignants et des patients. Là, on a vraiment ce lien, et je pense que ça va être de plus en plus fréquent, c'est-à-dire que le citoyen va vouloir se saisir
des solutions de santé et des innovations. Donc on a besoin d'avoir des interactions extrêmement fortes avec les utilisateurs. Donc ça, pour moi aussi, ça va être un vrai sujet d'avenir. Je pense que le continuum qui est aujourd'hui souhaité à travers le plan Innovation Santé France 2030, c'est-à-dire de dire on accompagne la création d'entreprises, on fait de la France effectivement un terreau d'entrepreneuriat, on accompagne avec des financements d'amont, mais il nous manque effectivement la case finale qui tracte et qui est la prise en charge, c'est-à-dire l'acheteur final, qui est notre système de santé, qui éventuellement sont les mutuelles, etc. Et ça, aujourd'hui, il nous manque un peu cette articulation. Et donc, voilà, l'avenir va être des sujets. Voilà, en quelques mots. Je ne doute pas qu'avec tous les cerveaux qu'il y a dans la salle, on va réussir à bien travailler sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Franck, pour ton intervention. Et donc, je vais redonner la main à Maxence, qui va faire la suite. Merci beaucoup, Franck. Ah, peut-être qu'il y a des questions, Maxence ? Les aléas de la technologie, super, merci. Effectivement, j'ai une petite question très rapidement, parce que c'est vrai que je vous demande d'utiliser l'outil Slido, donc ce serait quand même un peu dommage que je ne l'utilise pas. Alors, vous en avez un peu parlé, messieurs, mais je veux quand même proposer cette question d'approfondissement. Comment créer encore plus de synergie entre l'innovation dans le numérique et le domaine des biotech ? Vous en avez un peu parlé, est-ce que voilà, vous pouvez approfondir cette dimension ? Il y a plein de sujets à traiter là-dessus. Il y a un sujet, on va dire, outil. C'est-à-dire que quand vous produisez un biomédicament, aujourd'hui, une thérapie génique ou une thérapie cellulaire, le taux de succès d'un lot clinique, c'est environ 50%. Et c'est 5 à 10 millions d'euros. Voilà ce que ça représente. Et donc ça veut dire que tout ce qui permet du contrôle en ligne, tout ce qui permet d'optimiser la fabrication, donc ça déjà, premier point, toute la partie numérique est clé là-dedans aujourd'hui pour l'avenir, qui a deux enjeux, deux leviers immédiats. C'est le levier de capacité à amener les produits plus rapidement aux patients et l'autre capacité qui est de réduire le coût. Parce que quand vous comptez les 50%, derrière, vous comptez ce que ça coûte en temps et en montant. Et ça, à un moment donné, le système de santé ne pourra pas absorber. C'est-à-dire qu'on peut absorber sur des maladies extrêmement rares, mais quand vous connaissez cette thérapie qui coûte 2,3 millions de dollars par patient, donc ce produit dont je vous parlais qui effectivement permet de guérir les patients, mais sauf que c'est 2,3 millions de dollars par patient. Et donc, à un moment donné, il va falloir résoudre l'équation entre un système de santé qui prend en charge le plus grand nombre et des coûts de production qui sont ceux-là. Et donc là-dessus, le numérique, l'optimisation numérique de ces procédés de fabrication va être clé pour pouvoir permettre à notre système de santé d'absorber ces innovations et de réduire effectivement considérablement les coûts. Après, sur la partie vraiment usage, c'est là aussi où pour moi c'est clé, c'est-à-dire d'identifier les patients, d'améliorer la capacité à réaliser les essais cliniques, de pouvoir effectivement avoir des systèmes qui intègrent à la fois l'utilisation du médicament et le suivi thérapeutique, de voir effectivement quelles sont les populations de patients qui sont les plus adaptées à la solution thérapeutique qui est proposée. Donc tout ça va passer pour moi par le numérique, la capacité à anticiper, c'est-à-dire de collecter des données dans les hôpitaux, de savoir quels sont les hôpitaux qui ont les files actives pour pouvoir tester les médicaments, de faire en sorte qu'il y ait une personnalisation la plus fine possible entre la génétique, entre la symptomatologie, et de faire en sorte qu'on donne le bon médicament au bon moment et à la bonne personne. Ça, pour moi, ça va aussi passer par le numérique en santé. Voilà un peu pour répondre rapidement à votre question. Un grand merci, donc encore plein de belles choses à inventer, à imaginer. Un grand merci, messieurs, je vous propose de les applaudir à nouveau. Merci. Merci Franck pour cette intervention. Merci à Mériadec aussi de nous avoir, merci beaucoup, proposé un format un peu différent.